Alors que la guerre avec l'Iran et ses auxiliaires terroristes reste le principal sujet d'actualité au Moyen-Orient, plus tard cette année, l'État juif organisera des élections où la question de la réforme judiciaire sera en jeu. Les conséquences du 7 octobre et les combats actuels seront les facteurs les plus importants pour déterminer l'issue. Les Israéliens devront donc répondre à une question clé. La Cour suprême est-elle un gardien essentiel des libertés civiles et de la démocratie de l'État juif? Ou bien s'agit-il d'une institution rebelle et sans foi ni loi qui a saisi le pouvoir sans respecter l'état de droit et dont le but est de contrecarrer la démocratie et la volonté de l'électorat? Aujourd'hui, dans Think Twice, nous allons approfondir cette question avec le chercheur Jonathan Green, auteur d'un nouveau livre important, Rogue Justice, l'ascension de la suprématie judiciaire en Israël. Bonjour et bienvenue sur Think Twice. L'année 2023 restera principalement dans l'histoire juive à cause des atrocités commises par les Arabes palestiniens le 7 octobre. Mais pendant les 9 mois précédant ce jour sombre, durant cette période, la société israélienne a failli être déchirée par un débat sur la réforme judiciaire. Les propositions du gouvernement dirigé par le Premier ministre Binyamin Netanyahou visant à limiter le pouvoir du système judiciaire israélien n'ont pas tant rencontré de l'opposition que de l'hystérie, alors qu'un grand nombre de personnes sont descendues dans la rue pour contrecarrer cette initiative. Cette lutte a opposé l'establishment libéral du pays et les élites du monde des affaires, de l'éducation, du journalisme et du droit au gouvernement et à ses partisans nationalistes et religieux. Les opposants à Netanyahou disaient que l'enjeu était le sort de la démocratie israélienne. Les opposants à la réforme judiciaire affirmaient que seul le pouvoir incontrôlé de la Cour suprême empêchait les éléments de la société israélienne qu'ils n'aimaient pas d'écraser les Juifs laïcs et libéraux et d'établir un État religieux autoritaire. Ces arguments ont été mis de côté après le 7 octobre, car du moins pour la plupart, le pays s'est uni pour lutter contre le Hamas, le Hezbollah et l'Iran. Mais avec de nouvelles élections prévues cet automne, les Israéliens devront à nouveau se confronter non seulement aux questions relatives au pouvoir judiciaire, mais aussi à ce que ces débats révèlent des divisions au sein de la société et de la politique israélienne. Nous avons aujourd'hui avec nous l'un des observateurs les plus perspicaces sur ces questions. Jonathan Green est un avocat israélo-américain et chercheur au Centre pour la Constitution de l'Université de Georgetown. Il a été cofondateur et directeur du Forum israélien du droit et de la liberté, basé à Jérusalem, et il est maintenant conseiller principal du groupe. Et il est l'auteur du nouveau livre « Rogue Justice, l'essor de la suprématie judiciaire en Israël ». Jonathan Green, bienvenue dans Think Twice. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Avant que nous n'entrions dans une analyse approfondie des arguments concernant les questions juridiques liées à la réforme judiciaire, je voudrais commencer par demander si le grand débat autour de cette question ne porte pas tant sur le droit que sur la politique et la société. Cet argument porte-t-il vraiment sur la culture et sur les craintes des libéraux laïcs de perdre la guerre démographique face aux Israéliens religieux et que, par conséquent, ils doivent exercer un droit de veto sur la démocratie à travers la seule institution du gouvernement israélien qu'ils dominent encore? Ou s'agit-il vraiment de questions constitutionnelles ou est-ce réellement lié à ces peurs? Merci, Jonathan. Je pense que la réponse, c'est que cela concerne les deux. Parce que ce que nous voyons, c'est qu'un large segment de la société en Israël, et surtout ceux qui s'opposent à la réforme judiciaire ou soutiennent le pouvoir incroyable, sans égal et antidémocratique de la Cour suprême israélienne. Ils prétendent qu'il s'agit d'une conversation sur le droit constitutionnel ou sur le droit lui-même. Et dans ce sens, nous devons les rencontrer sur ce terrain. Et nous devons répondre aux arguments qui sont avancés dans le domaine du droit et dans le contexte juridique. Et quand ils disent que ce que fait la Cour suprême en Israël est acceptable ou a du sens, quand ils disent que la réforme judiciaire est inacceptable, terrible ou la fin de la démocratie, alors nous devons les affronter sur ce terrain-là. En même temps, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont plus honnêtes ou plus ouverts, et ils disent, en réalité, il ne s'agit pas du tout de droit,
Il ne s'agit pas de démocratie, de gouvernement ou de la cour. Il s'agit simplement de contrôle, d'avoir le pouvoir et d'empêcher les résultats du processus démocratique parce que nous n'aimons pas ses conséquences. La dernière chose que j'ajouterai à cela, c'est que même si nous mettons de côté toutes les questions culturelles, et j'insiste dans mon livre sur le fait que je ne parle pas beaucoup du pourquoi, je parle beaucoup du quoi et du comment. Mais si nous mettons de côté les questions culturelles, sociétales et politiques, tout lecteur occidental comprendrait en lisant ce livre à quel point ces éléments du système judiciaire israélien sont inacceptables, intenables, injustifiables et à quel point les actions de la Cour suprême israélienne ont été vraiment terribles et inacceptables. Et je pense que le point que le livre essaye de faire passer, c'est de mettre de côté toutes vos idées préconçues, de mettre de côté toute la politique. Regardez simplement le droit et la démocratie. Et vous comprendrez très vite que ce qui se passe en Israël doit absolument changer, et cela doit changer radicalement. Merci d'avoir écouté Think Twice. Que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de nous laisser de bons avis. De plus, en plus de Think Twice, il existe le podcast Jonathan Tobin Daily, où je partage avec vous davantage d'actualités et d'analyses sur les questions les plus importantes auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous le nom Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Et maintenant, retour à l'émission d'aujourd'hui. Je pense que la question par laquelle je voudrais commencer alors que nous approfondissons ces arguments est la suivante. Existe-t-il un parallèle ailleurs? Qu'une Cour suprême, qu'un pouvoir judiciaire et le pouvoir que la justice israélienne s'est octroyé elle-même? Je sais que lorsque j'ai abordé cette question avec certains juristes américains qui n'en savaient pas beaucoup à ce sujet, je connais le professeur Jonathan Turley qui est surtout connu, vous savez, en tant qu'auteur. Et vous savez, c'est un professeur de droit, mais il est surtout connu, vous savez, pour être un analyste juridique sur Fox News. Et il m'a dit que lorsque la question a été soulevée pour la première fois, il pensait qu'il allait prendre le parti de la Cour suprême israélienne et de la magistrature contre, vous savez, les personnes qui essayaient de restreindre les juges. Donc, il avait naturellement tendance à soutenir ce qu'il considérait comme l'état de droit et l'indépendance de la magistrature. Et puis, il a finalement découvert, ce qu'il ne savait pas auparavant, le pouvoir que détenait la Cour suprême israélienne. Et il s'est retrouvé de l'autre côté. Il était d'accord avec les partisans de la réforme judiciaire. Existe-t-il un autre endroit dans le monde où il y a une Cour suprême semblable à celle d'Israël? Eh bien, Jonathan, c'est un point vraiment pertinent. Et je pense que c'est quelque chose de très important à prendre en compte, c'est qu'il n'existe vraiment rien de comparable à ce que nous avons en Israël, nulle part ailleurs dans le monde. Nous constatons que lorsque l'on interroge certains partisans de la suprématie judiciaire en Israël, c'est-à-dire le camp favorable à la Cour ou les manifestants du mouvement de protestation, vous leur demandez pourquoi ne pas adopter un seul mécanisme, un seul système constitutionnel d'un autre pays dans le monde. Nous pouvons le prendre tel quel, sans rien changer. Nous pouvons tout prendre, nommez-en un qui vous conviendrait, et ils ne seront pas disposés ou ne seront pas capables d'en nommer un seul. Et la raison en est qu'il n'existe aucun pays au monde qui accorde à ses tribunaux le type de pouvoir de gouvernance antidémocratique et irresponsable qui existe aujourd'hui pour la Cour suprême israélienne et ses relais. Donc, objectivement, il n'existe tout simplement rien qui ressemble de près ou de loin au type de pouvoir accumulé par la Cour suprême israélienne. Et je pense qu'il vaut la peine de donner quelques exemples, mais avant d'y arriver, je voudrais simplement dire ceci. C'est une raison majeure pour laquelle j'ai écrit ce livre. Dans le sens où une grande partie de cette conversation et de ce débat se maintient et se déroule au niveau des slogans, des généralisations, des gros titres. Et les gens ne comprennent vraiment pas de quoi il s'agit. Et je pense qu'il est très tentant de comparer la situation en Israël et de supposer qu'elle est d'une certaine manière liée ou semblable à ce que vous connaissez dans vos propres systèmes juridiques, débats et désaccords habituels, etc. Et ce que nous voyons, c'est que le diable se cache dans les détails, ou comme nous disons en Israël, Dieu est dans les détails.
Cela signifie qu'à un niveau général, il existe de nombreuses opinions différentes à ce sujet. Et je dois dire, il est parfois tentant de voir cela comme similaire à d'autres efforts autoritaires ailleurs dans le monde où, vous savez, certaines des premières mesures des régimes autoritaires consistent à démanteler le système judiciaire, à démanteler les protections des droits et libertés individuelles, à démanteler les protections du processus démocratique, etc. Mais dès que vous regardez les détails, dès que vous examinez cela ne serait-ce qu'un peu, même de façon superficielle, vous comprenez immédiatement que cela n'a absolument rien à voir avec ça. Que la plus grande menace pour la démocratie israélienne, le plus gros problème de la démocratie israélienne et de l'État de droit, c'est la Cour suprême israélienne elle-même, ainsi que ses alliés et ses relais. Pouvez-vous donc nous donner quelques exemples de la façon dont la Cour suprême israélienne se compare aux autres cours? Absolument. Et à bien des égards, c'est très facile parce que la liste est tellement longue et les exemples sont tellement flagrants. Donc, laissez-moi juste de mémoire vous donner quelques exemples simples. L'un d'eux est que la Cour suprême israélienne a aboli les notions mêmes de qualité pour agir et de justiciabilité. Donc, l'idée même que les seules personnes qui peuvent demander réparation à la Cour sont celles qui ont un certain type de griffe individuelle contre le gouvernement, n'est-ce pas? Ce n'est que si vous avez été lésé par le gouvernement, seulement si vous avez un différend individuel concret, que vous pouvez venir demander à la Cour de trancher ce différend. Ce n'est pas du tout le cas en Israël. Et la Cour a statué que absolument n'importe qui peut saisir la Cour suprême israélienne. Il le nomme requérant d'intérêt public, principalement pour contester les actions du gouvernement. Ainsi, la qualité pour agir, l'un des principaux obstacles traditionnels au pouvoir judiciaire dans le monde, a été totalement abandonné par la Cour suprême israélienne. Un autre exemple important est la justiciabilité, notion selon laquelle certaines questions ne relèvent pas du tribunal. Et la Cour suprême israélienne a statué qu'il n'existe aucune question concevable, il n'existe aucun type concevable d'action gouvernementale qui échappe au pouvoir du tribunal et qui soit en dehors de l'autorité du tribunal pour examiner, considérer et bien sûr annuler, invalider, etc. Et c'est crucial parce que, contrairement à tous les autres tribunaux du monde, on part du principe que toutes les questions de gouvernement et de politique ne sont pas des questions que la justice peut résoudre, ou que c'est une question qui relève des tribunaux, ou même qu'elle puisse être considérée en termes juridiques tout court. En mettant cela de côté un instant, je vais donner deux autres exemples vraiment importants qui, je pense, vont illustrer cela clairement. L'un d'eux est la doctrine de la raisonnabilité. Et c'est une doctrine ou une norme de contrôle que la Cour suprême israélienne a inventée à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Et elle dit qu'elle évaluera chaque décision et politique gouvernementale sur le fond. Et cela signifie essentiellement qu'en utilisant toutes sortes de termes juridiques, la Cour décidera simplement « sommes-nous d'accord, nous, les juges, sommes-nous d'accord ou non avec une décision politique donnée de l'exécutif ?» Et nous l'annulerons alors. Dans les termes mêmes de la Cour, ils disent qu'ils vont se demander si le gouvernement a correctement pesé les facteurs et considérations en concurrence, correctement pesé les facteurs et considérations en concurrence. C'est l'essence du gouvernement. Sommes-nous d'accord avec le résultat final et estimons-nous qu'il est justifié, que le gouvernement a agi correctement? Et cette doctrine, si vous combinez cela un instant, pensez à la qualité pour agir et à la justiciabilité dont j'ai parlé plus tôt. Donc, toute personne peut saisir la Cour suprême pour contester toute action du gouvernement pour n'importe quel motif concevable. Vous n'avez pas besoin d'avoir le moindre fondement juridique. Et le résultat, c'est que la Cour s'est immiscée dans toutes les parties imaginables et est intervenue dans chaque aspect concevable de l'action exécutive du gouvernement que vous pouvez imaginer. Et un exemple très important de tout cela, qui relie bien tous ces éléments, c'est celui des nominations exécutives. Et je pense que c'est vraiment un bon exemple pour les personnes qui nous écoutent depuis d'autres juridictions parce que c'est quelque chose qui n'arrive nulle part ailleurs dans le monde. En Israël, la Cour suprême israélienne examine régulièrement ce qu'on appelle la validité, la raisonnabilité juridique de chaque nomination à un poste supérieur. Dans tout le gouvernement exécutif, jusqu'au ministre du cabinet, n'est-ce pas, les chefs des départements et des ministères gouvernementaux. Donc, imaginez que le président des États-Unis ou le premier ministre canadien nomme le secrétaire au Trésor ou le secrétaire d'État, et que la Cour suprême intervienne. Elle est saisie par une personne qui n'a aucun grief, c'est-à-dire par une ONG quelconque ou un simple citoyen, au motif qu'ils ne sont tout simplement pas d'accord, qu'ils pensent que c'est une idée peu judicieuse. Et la Cour intervient alors dans cette décision de nomination au cabinet et dit «
Nous pensons que votre nomination est déraisonnable, pas illégale, pas illégale. Cela ne viole aucune loi écrite ni aucune règle stricte, n'est-ce pas? Mettons cela de côté. C'est simplement déraisonnable et donc invalide. Et la Cour suprême israélienne l'a déjà fait pour des ministres du cabinet. Elle l'a fait pour absolument tous les niveaux les plus élevés de nominations exécutives auxquels vous pouvez penser. Donc, le chef d'état-major de l'armée, le chef de la police nationale, les chefs des principales organisations israéliennes d'espionnage et de renseignement, ainsi que d'autres nominations de haut niveau dans toute la fonction publique israélienne. Et juste cette semaine, la Cour suprême israélienne a enfin rendu une décision sur la question de savoir si elle autoriserait la nomination du chef du Mossad israélien, Ronen Gaffman. Il n'y avait tout simplement aucune objection juridique concevable à sa nomination. Et pourtant, la Cour a mené ce processus interminable pour finalement, soi-disant, approuver cette nomination. Et elle aurait tout aussi bien pu invalider cette même nomination. Le tout dernier exemple que je vais donner, et j'espère que la question des nominations illustre bien cela, la justiciabilité, la qualité pour agir, la doctrine de la raisonnabilité. Et ce n'est qu'un aperçu de certaines de ces questions, mais la dernière question, qui, je le sais, intéresse beaucoup de personnes dans notre public, ce sont les questions constitutionnelles. Et je suis sûr que nous pourrons approfondir cela un peu plus. Donc je vais simplement le résumer en une phrase. La Cour suprême israélienne exerce un contrôle de constitutionnalité des lois. Elle annule des lois ordinaires sans disposer d'une constitution écrite, d'une constitution conventionnelle, telle que nous connaissons ce terme et telle que nous y sommes habitués. Il n'existe tout simplement rien de tel dans le monde. Il y a des pays où les tribunaux annulent des lois sur la base d'une constitution écrite et conventionnelle. Il y a des pays où il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité, où les tribunaux n'annulent pas les lois. Cela inclut des pays en retard comme le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas ou la Suisse, n'est-ce pas? C'est une forme de démocratie acceptable. Mais il n'y a qu'un seul pays au monde, un seul, où la Cour suprême peut annuler des lois dûment adoptées par un Parlement élu et responsable, sans la moindre base constitutionnelle, sans rien qui ressemble à une constitution écrite ou conventionnelle. Ce ne sont là que quelques exemples pour montrer à quel point Israël est éloigné de tout ce qui est vaguement familier dans le monde occidental. Oui, je pense que tu as dressé un tableau très clair, et je voudrais approfondir certains de ces concepts un peu plus en détail un peu plus tard. Mais tu as dressé le tableau d'un système judiciaire et d'une Cour suprême qui sont, tu sais, le gouvernement non élu. Tu sais, elle s'arroge le pouvoir sur les dirigeants élus de l'État d'Israël. Et pourtant, les opposants à la réforme judiciaire présentent leurs arguments comme étant en faveur de la démocratie, alors que, logiquement, ce qu'ils veulent, c'est limiter le pouvoir de l'électorat à travers une institution judiciaire antidémocratique. Et je pense que pour comprendre ce débat, il faut remonter aux années 80 et 90, lorsque l'ancien juge de la Cour suprême, Aharon Barak, et ses acolytes ont conçu l'idée d'élargir le pouvoir de la Cour suprême israélienne. Car ce n'était pas ainsi que le système fonctionnait durant les 40 premières années d'Israël. Certainement, par exemple, David Ben-Gourion n'aurait jamais imaginé que la Cour suprême, à son époque, aurait essayé de lui dire qui nommer à différents postes ou comment diriger le gouvernement d'Israël. Comment Barak et ces personnes que vous appelez, à juste titre, je pense, des suprémacistes judiciaires, ont-ils pu s'emparer d'autant de pouvoir ? Absolument, Jonathan. Et je pense que vous le soulignez correctement et c'est un aspect important à prendre en compte, que cela n'a pas toujours été le cas et que la Cour suprême israélienne n'a pas toujours été comme ça. En 1948, 1949, lorsque l'État a été fondé, et jusqu'au milieu des années 80, début des années 90, lorsque la Cour suprémaciste de Barak a pris le contrôle, Israël avait une cour résolument modérée. Cette cour, la Cour suprême israélienne, était vraiment très solide. Certains pourraient même la qualifier d'activiste en ce qui concerne le fait de demander des comptes au gouvernement, en veillant à ce que le gouvernement ne viole pas la loi et à ce qu'il n'abuse pas illégalement de son pouvoir. Et c'était une cour très sérieuse et solide en ce qui concerne les droits et libertés individuelles, reconnaissant parfois même ce qu'on appelle des droits non énumérés,
qui faisaient partie de notre caractère démocratique sans qu'ils soient nécessairement des droits statutaires. Cette Cour prenait très au sérieux la protection des droits et le fait de demander des comptes au gouvernement. Et pourtant, c'était une Cour mesurée dans le sens où elle respectait fondamentalement la notion démocratique de souveraineté populaire et de pouvoir démocratique à travers les institutions représentatives élues. C'était une Cour qui respectait l'interprétation des lois, dans le sens où elle reconnaissait que la loi est la loi, et si le gouvernement, la législature et le Parlement ont clairement exprimé leur intention et leur volonté à travers la loi, alors c'est cette loi que la Cour doit respecter. Et un respect fondamental pour l'idée de la suprématie parlementaire, pour le fait qu'Israël n'avait pas de constitution. Et donc la Cour avait répété à plusieurs reprises que, bien sûr, elle n'a pas le pouvoir d'annuler des lois votées par le Parlement. Vous avez raison de noter qu'Israël a eu une Cour modérée ou démocratique durant une grande partie de son histoire, jusqu'aux années 80 et 90. Et je dis en plaisantant, Jonathan, parfois on devrait faire un jeu à boire. Chaque fois qu'on mentionne Aaron Barak, on devrait porter un toast ou prendre un petit shot. Mais on gardera ça pour la suite. Parce qu'il est le personnage central de ce drame. Précisément. Et j'aborde cela un peu en détail dans mon livre, surtout dans l'introduction. Et je dis que je décris l'ombre d'Aaron Barak qu'il projette sur l'ensemble du système juridique israélien et surtout sur la suprématie judiciaire. Aaron Barak a incontestablement été la force motrice et l'architecte de la Cour suprême israélienne actuelle et de la suprématie judiciaire. Pourquoi cela s'est-il produit et comment la Cour a-t-elle pu s'en sortir? C'est une grande question. Et je pense que, vous savez, l'une des choses auxquelles vous faites probablement allusion et dont vous avez déjà dit quelques mots, c'est que, bien sûr, cela a à voir avec les tensions sociales sous-jacentes et les grands bouleversements politiques et démographiques en Israël. Ce n'est pas un secret et c'est largement évoqué ou reconnu par de nombreux groupes différents. Et pour résumer, en 1977, la droite israélienne, les partis de droite israéliens et surtout le Likoud ont pris le pouvoir pour la première fois dans l'histoire d'Israël. Et jusqu'à cette époque, la politique et le gouvernement israélien étaient dominés par la gauche, le Parti travailliste israélien et ses différentes variantes. C'était donc un changement majeur en Israël, et beaucoup d'élites en Israël étaient consternées à l'idée d'avoir un gouvernement de droite et que la populace, en votant pour des politiciens de droite, puisse avoir leur mot à dire sur les grandes questions de la vie israélienne. Oui, laissez-moi juste. Je vais vous arrêter quand vous utilisez l'expression « la populace », qui reflète en quelque sorte le mépris exprimé par les élites culturelles envers une partie de l'électorat. Mais cela était aussi en partie dû aux différences entre, vous savez, les Ashkénazes et les Mizrahim. Vous savez, des personnes qui ne venaient pas d'Europe, mais qui ont été largement discriminées dans les premières années de l'histoire d'Israël et qui ont voté pour la droite politique plutôt que pour les pouvoirs traditionnels de la gauche. Absolument. Même si c'est vraiment intéressant. Oui, absolument. Une grande partie de cela est liée à la montée en puissance politique et démographique des Juifs Mizrahi. Donc, des Juifs d'origine moyen-orientale ou nord-africaine, des Juifs religieux ou des Juifs qui sont plus traditionnels en termes de pratiques religieuses, d'identité ou d'affiliation. Pas forcément orthodoxes ni ultra-orthodoxes, mais de nombreux Juifs simplement plus attachés à l'héritage et la tradition juive. Et vous savez, on pourrait aussi inclure d'autres éléments idéologiques, comme une vision plus affirmée du caractère et de l'identité nationale d'Israël. Une vision plus... Une vision plus affirmée concernant la place d'Israël en Cisjordanie ou à Gaza ou en Judée et Samarie, etc. Il y a tellement de différences fondamentales, mais absolument surtout cette différence démographique essentielle avec la montée en puissance politique à la fin des années 1970. Et cela a conduit, et beaucoup, encore une fois, beaucoup peuvent voir que je devrais dire que l'un des plus grands penseurs ou l'une des personnes qui ont le mieux exprimé ce point de vue est le professeur Menahem Meltzer. Le professeur Menahem Meltzer. Il a été doyen de la faculté de droit de Tel Aviv, lauréat du prix d'Israël, qui est la plus haute distinction civile du pays. Et cet homme est une personne d'extrême gauche en termes de vision du monde et d'idéologie. Ce n'est pas dit de façon péjorative, il se décrirait absolument ainsi et il a toujours été actif dans ces milieux idéologiques.
Et il est devenu, au fil des années, l'un des critiques les plus virulents de la Cour. Et dans les années 1980 et 1990, il a été l'un des premiers à décrire le changement de pouvoir judiciaire et à relier ce changement de pouvoir judiciaire à ses évolutions démographiques et politiques. Et il a très justement, je pense, identifié que ce changement de pouvoir politique signifiait que les élites laïques ashkénazes en Israël étaient déterminé à maintenir certains centres de pouvoir de facto qui étaient protégés et isolés des véritables mécanismes démocratiques du pouvoir qui rendent des comptes. J'apprécie une expression de Lord Jonathan Sumption, juge à la Cour suprême du Royaume-Uni. Il dit que ce sont les leviers du pouvoir, non? Combien de barrières existent-ils entre les électeurs, le peuple, et les leviers du pouvoir, les mécanismes réels par lesquels on exerce le gouvernement? Et certainement, à la fin des années 1970 et au début des années 80, la gauche politique israélienne et ses élites laïques ashkénazes associées étaient déterminées à ériger ces barrières entre le peuple. Et les leviers du pouvoir. Et la Cour suprême israélienne était l'un des plus grands, et peut-être aujourd'hui le plus grand, de ces obstacles. Ouais, donc je reviens à ma question. Comment ont-ils réussi à faire ça? Je veux dire, je n'arrive pas à imaginer une Cour suprême, disons dans les années 50, où, vous savez, faire cela et proclamer, comme Barak l'a fait, vous savez, en affirmant le pouvoir des tribunaux. Et un premier ministre, Ben Gourion, qui le laisse faire. Vous savez, ça aurait été stoppé net, j'imagine, d'une certaine manière. Pourquoi la Knesset, élue démocratiquement, s'est-elle laissée piéger de cette manière et sans vraiment se battre? C'est une excellente question, et je pense qu'il y a tellement de bonnes réponses. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de bonnes réponses, c'est qu'il y en a tellement. Laissez-moi essayer d'en donner quelques-unes. Ma première réponse, qui n'est pas vraiment une réponse juste mais mérite d'être dite, c'est que, d'une certaine façon, cela n'a pas d'importance. Et ce que je veux dire par là, c'est que je veux que vous lisiez mon livre parce que je veux que vous compreniez à quel point la situation est grave, comment nous en sommes arrivés là, comment nous avons laissé cela se produire et pourquoi la Knesset israélienne ou l'électorat israélien ont été si complaisants, voire négligents en laissant cela arriver. Très bien. Je veux dire, on peut analyser comment cela s'est produit à n'en plus finir. Mais ce qui est vraiment important, ou ce que je pense être le plus important, c'est de comprendre où nous en sommes maintenant et pas seulement comment nous en sommes arrivés là, et de comprendre à quel point la situation est grave et à quel point il faut la changer. Ce n'est pas vraiment une réponse à votre question, alors laissez-moi en proposer quelques-unes. L'une des raisons est la nature confuse et chaotique du gouvernement israélien lui-même. Les gouvernements israéliens sont tous des gouvernements de coalition. Ils sont notoirement instables. La durée de vie moyenne d'un gouvernement israélien est d'environ 2 ans avant qu'il ne s'effondre. Et il y a quelque chose dans l'ordre constitutionnel du gouvernement israélien, quelque chose dans le cadre institutionnel du gouvernement israélien. Le rend très mal équipé pour faire face à la situation, l'aborder et en débattre correctement. Et réfléchir puis s'attaquer à ce genre d'usurpation du pouvoir de la part du pouvoir judiciaire. Donc, d'un point de vue structurel, le gouvernement israélien a toujours été dans une position nettement affaiblie à bien des égards. Je vais vous donner juste un exemple. Au début des années 90, la Cour suprême israélienne a contraint le premier ministre Yitzhak Rabin, qui était un premier ministre travailliste de gauche dans une coalition de gauche. Ils l'ont obligé à limoger 2 ministres du cabinet sans aucun fondement juridique. Et cela s'appelle la célèbre doctrine Derry. Quand la Cour a agi ainsi, Rabin n'a presque pas résisté. Et vous savez, Yitzhak Rabin faisait vraiment, à bien des égards, partie de l'ancienne garde de l'élite de la gauche israélienne. Bien sûr, il a été tragiquement assassiné et tué en 1995. Et il n'était pas, vous savez, il n'était pas un faible. C'était un homme très sérieux et il avait un soutien et un appui massif dans les cercles politiques israéliens. Et pourtant, il n'était pas prêt à s'opposer à la Cour sur cette question scandaleuse, sur une question où la Cour lui a simplement ordonné de renvoyer ses ministres sans la moindre base juridique. Donc, et l'une des explications à cela que l'on peut voir très clairement, c'est simplement son incapacité, en ce qui concerne ses partenaires de coalition, ses partenaires de gouvernement, à avoir ne serait-ce que le temps de réfléchir à ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe. Donc, c'est une partie de la réponse. Un autre aspect essentiel de la réponse que, je pense,
les partisans de la suprématie judiciaire en Israël n'aiment vraiment pas entendre est que la classe politique et l'électorat israélien ont fait preuve d'une grande retenue au fil des ans. Et ils avaient énormément de respect. Ils avaient autrefois énormément de respect pour la Cour suprême israélienne en tant qu'institution. Et à cause de ce respect, ils ont essayé de s'abstenir de prendre beaucoup de mesures plus agressives contre la Cour suprême israélienne. Et ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour essayer d'influencer la trajectoire de la Cour suprême israélienne sans y parvenir, sans, vous savez, aller jusqu'à l'affrontement, sans que cela ne devienne une guerre totale, sans vraiment essayer de changer fondamentalement l'équilibre des pouvoirs. Ils ont tenté de nommer des juges partageant leurs opinions, mais la Cour suprême l'a bloqué. Ils ont essayé d'adopter des lois qui étaient plus claires et qui modifiaient certaines des décisions de la Cour suprême. La Cour suprême les a ignorées ou soi-disant interprétées pour signifier exactement le contraire de ce qu'elle disait. Je crois que cette explication ne plaît pas aux gens. La classe politique israélienne et surtout, bien sûr, la droite, ainsi que l'électorat israélien, ont fait preuve d'une retenue extraordinaire au cours des 3 ou 4 dernières décennies, jusqu'à ce qu'ils atteignent un point de rupture, où ils n'avaient plus d'autre choix que de s'attaquer à ce problème par des mesures plus agressives et directes, en limitant de manière très ferme le pouvoir de la Cour suprême. Et c'est un peu ce que nous avons vu dans les propositions de réforme de 2023. Je vais dire encore 2 choses sur les raisons de cela avant que nous continuions. L'une des raisons concerne le côté sombre de tout cela, que j'explique en détail dans le livre. Les hommes politiques israéliens et les hauts responsables israéliens, pas seulement les hommes politiques, mais aussi des personnalités haut placées dans le gouvernement exécutif et même des personnes en dehors du gouvernement, ont en réalité peur de devenir de facto des dissidents politiques. Et si je dis cela, c'est parce que la Cour suprême israélienne a instrumentalisé les agences israéliennes chargées de l'application de la loi et a instrumentalisé le système de justice pénale pour intimider les hommes politiques et décourager les adversaires potentiels du pouvoir judiciaire israélien et du pouvoir de la Cour suprême israélienne. Et ce n'est pas une théorie du complot. Je pense que cela est démontré de manière très convaincante tout au long du livre. C'est un sujet qui est ouvertement discuté dans de nombreux cercles de la société israélienne. Et pour vous donner un exemple de cela, le meilleur exemple, en revenant à Yitzhak Rabin en 1993, c'est à ce moment-là que la Cour a lancé sa doctrine d'Eri. Et la doctrine d'Eri signifie simplement que tout procureur peut de facto révoquer un ministre en exercice ou un haut fonctionnaire du gouvernement ou quoi que ce soit d'autre. Parce que la Cour a statué que s'il y a une enquête criminelle contre vous ou une inculpation pénale contre vous, alors vous. Alors cette personne doit être révoquée ou est contrainte de démissionner. Et ce que cela a fait, c'est simplement transférer de facto le pouvoir de destitution aux tribunaux et aux procureurs qui exécutent les ordres du tribunal. Et ce pouvoir terrible, vraiment terrible, qui serait inacceptable dans presque n'importe quel pays démocratique au monde, a fait l'objet d'abus aux conséquences énormes et dévastatrices par les forces de l'ordre et par différents types de mandataires du tribunal. Et il y a une longue liste d'adversaires du tribunal et de personnes critiques envers la Cour suprême israélienne qui ont perdu leur emploi. Ou bien pire encore, qui se sont retrouvés véritablement empêtrés dans des procédures pénales bidons et infondées qui ont essentiellement mis fin à leur carrière politique. Parfois, bien sûr, c'était encore bien pire que cela. Donc, c'est un aspect sombre, plus sinistre, de la manière dont la Cour impose son pouvoir institutionnel sur les autres branches du gouvernement. Et encore une fois, c'est un point vraiment important que je veux vraiment que vous preniez en considération. Ce n'est pas seulement mon opinion. Ce n'est pas Jonathan Green ici qui débite des théories du complot. Tout ce que je décris est étayé en détail dans le livre, non seulement par les faits eux-mêmes et les histoires, etc., mais aussi par la façon dont cela est formulé et argumenté par des personnalités juridiques israéliennes de haut rang, des professeurs de droit, des juges, et ce sont eux qui le disent. Il ne s'agit pas seulement de l'avocat israélo-américain Jonathan Green. Enfin, une dernière raison que je vais mentionner brièvement est que les Américains ou les personnes hors d'Israël n'apprécient pas vraiment. Franchement, c'est quelque chose que les Israéliens n'apprécient pas, c'est à quel point Israël est isolé et coupé des autres pays démocratiques. Et le fait est que la plupart des gens en Occident et la plupart des gens dans les pays démocratiques n'ont aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur d'Israël. Et la plupart des Israéliens n'ont aucune idée de ce qui se passe dans la plupart des pays démocratiques, parce que la plupart des pays démocratiques dans le monde, et certainement les démocraties occidentales, ont des pays comparables.
Ils ont des pays frères avec lesquels ils échangent des idées et des informations de manière simple, régulière et naturelle, n'est-ce pas? Et que ce soit linguistique, territorial, géographique ou culturel et ethnique. Mais c'est toujours l'un de ces trois aspects, et souvent plus d'un. Chaque pays occidental dans le monde a d'autres pays avec lesquels il entretient régulièrement des liens à un niveau social, sociétal et démographique. Israël n'en a aucun. Donc, quand quelqu'un m'a demandé un jour, est-ce que les Israéliens préfèrent vraiment le règne des juges à la démocratie? Ma réponse a été, beaucoup d'Israéliens ne savent même pas qu'il y a une différence. Et beaucoup d'Israéliens, surtout à la faculté de droit et au plus haut niveau du gouvernement, en particulier dans le camp de la gauche, beaucoup d'Israéliens ont appris à croire que la démocratie signifie réellement une forme de tutelle platonicienne. Cela signifie réellement des rois philosophes qui peuvent imposer leurs vues idéologiques et leurs valeurs au reste de la société, indépendamment de la volonté de l'électorat, indépendamment du processus démocratique, indépendamment de la loi. Beaucoup y croient sincèrement sans rien connaître d'autre. Deux des principes clés de la common law anglaise et certainement du droit américain, comme vous l'avez déjà mentionné, sont la qualité pour agir et la justiciabilité, qui limitent la possibilité pour les procès et les juges d'intervenir dans diverses controverses. Cependant, les juges de la Cour suprême israélienne estiment que ces principes ne concernent pas leur travail. Vous avez déjà en quelque sorte expliqué quels sont ces principes et pourquoi ils ne s'appliquent pas actuellement à la Cour suprême israélienne. Mais comment le juge Barak a-t-il, vous savez, sorti cela apparemment de nulle part, l'idée d'une cour qui, vous savez, avait le droit d'intervenir dans n'importe quoi? Je veux dire, superviser chaque aspect du gouvernement sans la moindre limite. Pourquoi a-t-il fait cela? Pourquoi a-t-il, vous savez, je pense qu'on en a un peu parlé, on a abordé le sujet, que ce soit la politique, le changement de climat dans la société israélienne, mais d'où cela vient-il? L'idée qu'un tribunal puisse simplement tout écraser. Je veux dire, ça ressemble un peu au pouvoir d'un roi dans une monarchie médiévale. Il n'y avait aucune limite au pouvoir du roi, vous savez, pour faire ce qu'il voulait. Vous savez, comme le dit le vieux proverbe français, c'est le vouloir du roi, c'est le vouloir de la loi, vous savez, la volonté du roi, c'est la volonté de la loi. C'est ça. Comment la Cour suprême israélienne est-elle devenue le roi d'Israël? C'est ça, un ou semi-d'État, peu importe ce que c'est. N'est-ce pas? Ou l'État, c'est moi. Oui, c'est une excellente question. Je pense qu'il y a probablement plusieurs réponses possibles, mais je vais dire quelque chose rapidement. Tout d'abord, Aharon Barak lui-même était et est un brillant juriste, oui. Il est toujours en vie. On ne peut pas parler de lui au passé. Je ne sais pas s'il était brillant. Je veux dire, je ne sais pas s'il l'est toujours, mais il était certainement à l'époque considéré, et je plaisante, bien sûr, il est toujours un brillant juriste, vraiment à bien des égards, une sorte de prodige du droit. Je pense que personne ne peut lui ôter cela. Il était également doté de deux autres caractéristiques clés qui ont été déterminantes dans la façon dont il a fait cela. L'une d'elles est un charisme exceptionnel et, vous savez, la capacité à établir et à entretenir des relations personnelles avec beaucoup de ses adversaires, qu'ils soient intellectuels, politiques, idéologiques, etc. Et la troisième est une sorte de sens politique. Beaucoup en discutent, et ce n'est pas une théorie du complot. Même les partisans de Barak en parlent. Beaucoup discutent de ce que l'on appelle la cour stratégique de Barak et de la sophistication avec laquelle Aharon Barak et ses alliés ont fait avancer leurs réformes et leurs changements concernant le pouvoir judiciaire israélien. Il n'y a aucun doute que tout d'abord, pour soutenir ce qu'il a fait, Barak a mobilisé des arguments juridiques impressionnants qui étaient très difficiles à contester. Et la grande majorité de ses rivaux, qu'ils soient politiques ou judiciaires, n'avaient tout simplement pas les outils, les connaissances juridiques, le temps ou la capacité de les contester de manière sérieuse. Et en quelque sorte, au moment où quelqu'un s'est rendu compte de ce qui se passait, ou au moment où ce genre d'arguments intellectuels contre cela se sont vraiment cristallisés et ont pris de l'ampleur, c'était déjà une affaire réglée. Et en quelque sorte, le mal était déjà fait. Mais en plus, Aharon Barak et sa cour ont mis en œuvre leur réforme du pouvoir judiciaire israélien de manière très progressive, par petites étapes. Et dans ce sens, leur manière de procéder était aussi très habile et stratégique. Donc, par exemple, de nombreuses fois, ils élargissaient une certaine doctrine ou étendaient un certain élément du pouvoir de la cour.
mais ils agissaient dans une opinion dissidente ou autrement. Auerbach l'a fait dans une opinion dissidente où il le faisait dans des dictats, c'est-à-dire des parties non essentielles de la décision. C'est plutôt le raisonnement juridique de fond, les théories qui sous-tendent ce que fait la Cour, ce n'est pas une partie centrale de la décision réellement contraignante. À travers dictats et opinions dissidentes, la Cour élaborait diverses théories. Et ensuite, de façon assez malhonnête, je dois le dire, assez malhonnête, assez sournoise, la Cour, surtout sous Aharon Barak, est tristement célèbre pour cela. Il ferait ensuite allusion rétroactivement à ces arguments comme s'il s'agissait de droits établis. Donc, Aharon Barak, de façon assez notoire, lors d'un certain jugement, quand il avait la majorité et qu'il avait ses partisans derrière lui, faisait allusion à une opinion dissidente, soit la sienne, soit celle de quelqu'un d'autre. Il faisait allusion à ce qui n'était que du simple obiter dictum et clairement pas du droit établi. Et il faisait simplement semblant en disant « Vous savez, cela a déjà été décidé. C'est déjà la doctrine de longue date de la Cour, et nous ne faisons rien de nouveau. Nous n'élaborons aucune nouvelle doctrine, nous appliquons juste le droit établi. » Et puis, le dernier élément de cela, c'est que la Cour rendait également ses décisions de manière très stratégique sur des questions moins susceptibles de susciter l'attention du public, de provoquer la colère politique et de créer un retour de bâton politique. Ainsi, il arrivait souvent que la Cour développe une théorie nouvelle ou radicale, mais sans pour autant annuler la loi en question. Elle validait soi-disant la loi, mais le faisait sur la base d'une théorie complètement radicale, une théorie juridique qui n'a aucun fondement en droit ou en théorie constitutionnelle, etc. Ou bien elle annulait une loi, n'est-ce pas? Elle testait une nouvelle doctrine ou annulait une action du gouvernement, mais elle le faisait pour quelque chose d'assez insignifiant, qui était, vous savez, déjà très impopulaire à la base ou peu importe. Et de cette façon, elle consolide en quelque sorte son pouvoir, dans un sens où, vous savez, la classe politique ou les acteurs politiques n'ont pas vraiment la volonté ni le soutien public nécessaire pour s'y opposer correctement. La Cour va donc ainsi consolider son pouvoir. Donc c'était, vous savez, le véritable exemple ici, c'est, vous savez, la grenouille qui bout lentement dans l'eau et ça commence froid, puis la température augmente d'1 degré à la fois jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour que la grenouille réalise que l'eau bout déjà et qu'elle ne peut plus sortir. C'est une description tout à fait appropriée de la manière dont la Cour suprême a mis en œuvre ces changements. Mais la dernière chose que je dirai à ce sujet, bien sûr, et c'est essentiel, cela fait écho aux arguments plus sociologiques et culturels que vous avanciez. La Cour bénéficiait du soutien clair d'une grande partie de la classe politique israélienne, y compris de certains membres de la droite. Soit ceux qui étaient un peu trop naïfs pour comprendre ce qui se passait, ou trop ignorants, ou ceux qui, bien qu'étant à droite, appartenaient d'une certaine manière aux élites et n'étaient pas prêts à remettre en cause la Cour dans cette démarche. Et peut-être plus important encore, la Cour bénéficiait du soutien d'autres grands centres de pouvoir de l'élite. Dans l'armée, les médias, l'enseignement supérieur et autres domaines, aussi bien au sein des sphères gouvernementales que non gouvernementales. Dominés par la même culture, la même politique. Exactement. Ce sont des personnes issues de la même élite culturelle, partageant les mêmes opinions, que ce soit sur le pouvoir judiciaire ou sur les résultats concrets produits par la Cour. Donc la Cour a toujours su, et je pense qu'en 2023, cela a été prouvé ou vraiment établi. Nous avons vraiment vu cela mis à l'épreuve et cela s'est avéré vrai. Que les actions et les inclinations suprémacistes et antidémocratiques de la Cour ont toujours bénéficié de ce soutien dans des segments importants et influents de la société israélienne. Une toute dernière observation dans ce contexte, et je ne sais pas si c'est à cela que vous faisiez allusion ou non, mais c'est quelque chose dont je parle dans le livre. C'est quoi? Israël diffère aussi de beaucoup de ses homologues occidentaux dans le sens où ils ne partagent pas les mêmes présupposés libéraux démocratiques d'origine concernant le pouvoir du gouvernement. Et ce que je veux dire par là, je ne le dis pas dans le sens où certaines personnes le diraient habituellement, en ce qui concerne l'état de droit ou les libertés individuelles ou quoi que ce soit de ce genre. Il ne s'agit en fait pas du tout de cela. Il s'agit de l'hypothèse fondamentale selon laquelle le pouvoir appartient au peuple, à la population et aux démos qui sont souverains, n'est-ce pas? L'idée de la souveraineté populaire, l'idée du pouvoir populaire ultime, et que c'est le démos lui-même, c'est l'électorat lui-même qui doit être digne de confiance. Ils sont les gardiens ultimes de la société et, bien sûr, de l'ordre démocratique. Parmi les éléments les plus problématiques de la société, c'est le gouvernement lui-même qui doit être suspecté, et pas seulement les hauts responsables élus, mais surtout la fonction publique et la bureaucratie gouvernementale.
Ce qui est différent en Israël, c'est que vous avez en quelque sorte l'approche inverse à ce sujet. Cela s'explique car, à bien des égards, Israël a été fondé comme un pays beaucoup plus socialiste. De nombreuses, très nombreuses opinions marxistes explicites faisaient partie de l'orientation fondatrice, de l'esprit fondateur d'Israël. Cela incluait aussi, bien sûr, des tendances très étatistes. Des tendances. Et tout cela revient très simplement à dire que beaucoup d'Israéliens considèrent le public, l'électorat, comme suspect, n'est-ce pas? Le public et l'électorat représentent le principal danger de la démocratie. Et la bureaucratie d'État, pas les élus, qui sont, disons, un mal nécessaire. Ils agissent en fonction d'incitations un peu impures liées aux élections et ainsi de suite. Mais c'est la bureaucratie d'État et la fonction publique, cette sorte de classe enracinée, ce sont eux à qui il faut faire confiance. Donc, pour le dire un peu plus brièvement, ce que vous avez, c'est cette approche inversée et très différente du pouvoir gouvernemental. Vous avez de larges pans de la société israélienne qui sont beaucoup plus enclins à faire confiance aux bureaucraties enracinées, y compris au pouvoir judiciaire, et beaucoup moins enclins à faire confiance au processus démocratique, à l'électorat et au peuple lui-même. Et cela rend beaucoup plus facile d'accepter et de soutenir le type de suprématie judiciaire que nous avons vu dans les actions de la Cour suprême israélienne au cours des 4 dernières décennies. Oui, je pense que cela touche vraiment au cœur du problème. Vous savez, tout l'intérêt du système démocratique aux États-Unis, c'est ce concept. C'est dans la déclaration d'indépendance. Vous savez, les gens sont dotés par leur créateur de certains droits et que les droits de l'individu ne sont pas un cadeau du gouvernement ou d'un monarque. Ils leur viennent, vous savez, de Dieu. Certaines personnes de gauche aux États-Unis contestent encore cela, mais c'est inscrit dans les documents fondateurs. Et clairement, les élites judiciaires israéliennes qui ont, vous savez, en quelque sorte imposé cette suprématie judiciaire n'y croient pas du tout. Et en effet, tout l'objectif du mouvement pour protéger la démocratie que nous avons vu envahir les rues en Israël en 2023 était une méfiance envers le peuple. Et une croyance peut-être que, vous savez, un côté du conflit politique entre, disons, la droite et la gauche, qu'ils étaient en train de perdre. Et vous savez, quand Netanyahou et sa coalition ont gagné en 2022 et avaient, vous savez, une petite mais réelle majorité et qu'eux-mêmes ne gagneraient peut-être plus jamais d'autres élections. Et donc, ils devaient créer des mesures pour protéger le pouvoir judiciaire afin de s'assurer qu'ils ne perdraient pas le pouvoir. Je pense que c'est un aspect essentiel de la question. Et je crois qu'il y a une façon de dire quelque chose de similaire. C'est-à-dire qu'il y a une manière pour moi de reformuler ce que vous avez dit et ce que j'ai dit, de façon plus bienveillante et généreuse envers la Cour, en mettant en avant ses actions sous leur meilleur jour. Eh bien, nous voulons être justes. Absolument. Et je dis cela parce que je pense que cela soutient aussi mon argument. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Mais, regardons les choses de cette façon. Dans la lecture la plus bienveillante et la plus généreuse de ce que la Cour a fait, disons. La Cour et ses partisans l'ont reconnu. Israël présente différentes failles dans son système de gouvernance et il y a des garde-fous insuffisants face au pouvoir majoritaire, n'est-ce pas? Et disons que la Cour et ses partisans rejettent ce genre de vision d'une démocratie pure et sans entrave et ils disent que la règle de la majorité n'est pas tout. La souveraineté populaire n'est pas tout. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il devrait y avoir des limites au pouvoir populaire. Nous convenons tous qu'il faut contrôler et limiter le pouvoir majoritaire. C'est ce que la Cour affirme. Et je pense que vous savez, beaucoup de personnes aux États-Unis et dans les pays occidentaux, de nombreux constitutionnalistes comme moi sont d'accord avec ce principe sur le plan théorique. C'est-à-dire que nous pensons que, dans une démocratie optimale, il devrait peut-être y avoir une constitution écrite, il devrait y avoir divers mécanismes sophistiqués pour équilibrer, limiter ou entraver le pouvoir majoritaire, etc., etc. Ce que la Cour a fait, surtout en 1995 avec sa révolution constitutionnelle et son invention de la constitution israélienne, mais ce qu'elle a fait plus largement, c'est de dire en l'absence de freins et contrepoids que nous considérons comme suffisants, n'est-ce pas? Nous, les juges, en l'absence de freins et contrepoids que nous, les juges, considérons comme suffisants, nous allons simplement imposer ces limitations au gouvernement israélien, à la vie publique israélienne et essentiellement à la société israélienne et à l'électorat israélien. Et nous le ferons sans tenir compte de la loi, sans aucun fondement juridique.
Nous le ferons sans aucun débat public. Nous le ferons sans aucune sanction ou autorité publique, c'est-à-dire sans que l'électorat n'ait jamais été consulté, sans que l'électorat n'ait jamais donné son accord ou son consentement à tout cela. Ainsi, la Cour suprême israélienne a mené cette expérience de constitutionnalisme coercitif, Et elle a déclaré, la Cour suprême israélienne a déclaré, nous voulons faire d'Israël une démocratie constitutionnelle sans constitution démocratique. Et ce que nous avons vu, et disons que c'est le meilleur aspect de ce que la Cour suprême israélienne a fait. Disons que cela a été fait. Faisons comme si, même si je ne pense pas que ce soit vrai, mais supposons que cela a été fait avec les intentions les plus pures et les meilleures motivations possibles. Sentiments, etc. Cette expérience a été un échec catastrophique. Et c'est une leçon pour les pays du monde entier qui considèrent le pouvoir judiciaire sans limite comme une solution aux questions de politique publique, aux problèmes systémiques, aux problèmes structurels dans leur propre pays. Parce que tout cela s'est complètement effondré. Le public a rejeté cela. Une grande partie de l'électorat israélien n'est pas d'accord avec les résultats des actions de la Cour, n'est pas d'accord, en fait, à en quelque sorte complètement abandonner le constitutionnalisme. Ainsi, l'expérience de la Cour s'est retournée contre elle. Moins d'Israéliens que jamais croient désormais aux contraintes constitutionnelles imposées par la justice, car la Cour s'est révélée un partenaire peu fiable dans ce domaine. Et plus que tout, bien sûr, la confiance du public dans de nombreuses institutions israéliennes, mais surtout dans la Cour suprême, a chuté. Elle s'est effondrée. Et plus que tout le reste, et c'est tellement important, c'est l'expérience de la Cour en matière de constitutionnalisme a radicalement sapé la capacité des Israéliens à s'entendre au niveau public, au niveau politique. Et ce que la Cour a fait, c'est qu'elle a donné une incitation surtout à la gauche politique, mais plus largement à différents camps de la société israélienne. Elle les a incités à se retrancher, à devenir plus polarisés. Et ce que la Cour dit essentiellement à de larges segments de la société, c'est que vous n'avez pas besoin de faire de compromis, vous n'avez pas besoin de négocier, vous n'avez pas besoin de collaborer, vous n'avez même pas besoin de vous parler les uns aux autres. Vous n'avez pas à reconnaître les préoccupations ou doléances des autres. Il suffit de taper un texte sur votre ordinateur, de le signer, de vous présenter devant la Cour suprême israélienne, de payer une petite somme et la Cour fera le reste. Et la Cour suprême imposera vos choix de politique publique. Elle imposera votre mécanisme démocratique préféré, etc., au reste de la société. Et je vais vous laisser avec cette réflexion, ou avec ce point. Il n'existe aucune théorie de la démocratie ou du constitutionnalisme. Et il n'existe aucun pays au monde, en pratique, qui puisse soutenir un tel système. Il n'existe rien au monde qui puisse soutenir l'idée que ce sont les juges, que ce sont les tribunaux qui peuvent imposer le système constitutionnel à un pays. Il n'existe tout simplement aucun endroit dans le monde où ces questions, n'est-ce pas? Devons-nous avoir une constitution? Que doit dire cette constitution? Quels sont les freins et contrepoids, n'est-ce pas? Imaginez la Federalist Society, le fédéraliste, n'est-ce pas? Le célèbre fédéraliste. Quelles étaient les questions auxquelles ils essayaient de répondre? Il n'y a aucun pays au monde, il n'y a aucune théorie au monde qui soutient cette idée, que ce sont les juges qui peuvent répondre à cette question, que ce sont les juges qui peuvent décider. Quels sont nos mécanismes contre-majoritaires, quelles limites imposées au pouvoir majoritaire, etc. C'est ce qu'a tenté la Cour suprême israélienne. C'est ce qu'elle a effectivement fait au cours des 30 ou 40 dernières années. Elle a imposé ses propres réponses à ces questions à la société israélienne. Oui, c'est stupéfiant, c'est vrai. Et ma dernière question. Parlons de l'avenir. Étant donné la façon dont les tentatives de réforme du système judiciaire ont failli déchirer Israël en 2023, il est largement admis que la division au sein de la société israélienne, qui vous savez a mené à des discussions sur une guerre civile, que ce soit fondée ou non, a incité le Hamas à attaquer le 7 octobre. Est-il réaliste d'imaginer, même avec une nouvelle Knesset, même si, vous savez, le même parti qui l'a proposé en 2023 est réélu, ce qui, évidemment, n'est en aucun cas certain, certains disent même que cela n'arrivera certainement pas,
Est-ce que cela peut être adopté dans un avenir proche, malgré l'urgence de cette réforme? Est-ce que les manifestants, et vous savez, ceux qui sont descendus dans la rue en 2023, ainsi que leurs soutiens et alliés parmi l'élite, peuvent repousser la réforme indéfiniment? À cause de cette idée que si Israël doit débattre et décider de cela, cela détruira le pays. Et la conviction de certains manifestants que vous savez, si le système, aussi illogique, fou et antidémocratique qu'il soit, n'est pas maintenu en place, alors Ilmar Ben-Gvir deviendra, vous savez, le dictateur d'Israël et détruira la vie de tout le monde. Je pense que vous posez en quelque sorte la question à 1 million de dollars, à savoir, comment avance-t-on maintenant? Et y a-t-il un espoir de changement étant donné à quel point, vous le savez, les opinions sont polarisées à ce sujet en Israël? On parle d'un veto des perturbateurs. Vous savez, les manifestants ont effectivement opposé leur veto. C'est important, cela montre que ce n'est pas qu'une question de polarisation. La question est de savoir jusqu'où les opposants sont prêts à aller, n'est-ce pas? Si vous avez des opposants prêts à prendre des mesures aussi extrêmes qui mettent réellement en danger le bien-être d'Israël, parfois même la survie d'Israël, alors que pouvez-vous faire face à cela? Et c'est vraiment une question difficile. Je pense qu'il n'y a pas de réponse facile. Et ce que je dis, vous savez, j'aime laisser les gens réfléchir. Vous savez, les gens aiment entendre une réponse optimiste. Donc, ma version de cela, c'est que ça va s'améliorer, mais d'abord, ça va devenir bien pire. Et vous allez devoir traverser des moments très difficiles. La société israélienne devra, dans un avenir prévisible, affronter de difficiles débats sur cette question. Et soit, je veux dire, vous savez, appelez ça la droite, mais je pense que ce sont plutôt les voix pro-démocratie en Israël. Ceux qui veulent démanteler la suprématie judiciaire, soit ils vont abandonner. Et ils vont simplement dire, d'accord, on va devoir vivre avec un système de suprématie judiciaire dans lequel nous n'avons pas, vous savez, dans lequel notre camp politique n'a tout simplement pas de véritable voix au gouvernement, peu importe combien de fois nous gagnons les élections. Ou l'autre camp doit admettre qu'il y a ici de véritables problèmes, des problèmes graves et profonds qui doivent être résolus, et qu'ils ne peuvent pas être résolus de manière superficielle. Ils doivent être résolus. Vous savez, dans mon livre, je dis que ce n'est ni le bulldozer, ni le ciseau, mais plutôt des coups de masse répétés. Les mesures pour résoudre ces problèmes de la Cour suprême israélienne devront inévitablement être très importantes et très considérables, très solides. Ce n'est qu'en comprenant cela que nous pourrons résoudre ces problèmes. Mais concrètement, que cela signifie-t-il? Je vais dire deux choses ainsi formulées. J'aborde aussi ce point dans le livre. La première chose concerne l'éducation. Le camp suprémaciste israélien, et en particulier le camp suprémaciste judiciaire de gauche, doit comprendre à quel point c'est grave. Ils doivent avoir une compréhension plus éclairée de la démocratie, du gouvernement populaire occidental, de l'ordre libéral occidental, du constitutionnalisme, etc., de la tradition démocratique occidentale. Pour comprendre à quel point c'est insensé, et pas seulement insensé, mais aussi à quel point c'est préjudiciable, à quel point c'est ruineux pour toute société libre, pour toute société démocratique, et ils doivent en arriver à une véritable compréhension. C'est quelque chose que je pense que les Américains, tant la diaspora juive américaine que les Américains en général, l'Occident en général, nous pouvons y jouer un rôle. Vous pouvez aussi agir en communiquant plus efficacement avec les Israéliens, y compris ceux de gauche, souvent alliés et amicaux. Leur faire comprendre que, malgré des préoccupations légitimes, la situation actuelle du système judiciaire israélien est intenable et inacceptable. Et c'est tout simplement impossible à justifier aussi bien en théorie qu'en pratique. Donc, un élément majeur est un grand effort d'éducation pour l'électorat israélien et surtout pour la gauche. Une suggestion plus pratique que je fais, c'est d'organiser une assemblée constituante. Et Jonathan a mentionné qu'Israël a eu plusieurs tentatives de rédaction d'une constitution au fil des années. Mais étonnamment, presque personne n'a réellement proposé d'organiser à nouveau une assemblée constituante. Non, il ne suffit pas qu'un groupe de professeurs de droit rédige une constitution dans une pièce et la fasse circuler pour recueillir des avis ou la transmettre à quelques législateurs. Non, il faut organiser des élections pour une véritable institution spécialement créée pour rédiger, adopter et ratifier une constitution, puis la soumettre au public lors d'un référendum, etc. C'est un modèle éprouvé et bien connu, n'est-ce pas? On n'est pas en train de réinventer la roue.
Et, chose incroyable, c'est quelque chose qui a été totalement absent du discours public israélien. Et je pense que le cadre d'une assemblée constituante est quelque chose qui, bien sûr, n'éliminera pas toute l'amertume et la polarisation. Mais c'est précisément le type d'institution qui est conçu pour accueillir ces différences. Et pour, éventuellement, par hasard, par miracle, parvenir à créer un certain niveau de consensus sur ces questions. Il y a un troisième élément dans tout cela que je déteste mentionner, mais qui en fait partie, et je pense qu'il est important que notre public comprenne qu'il y a aussi une question d'argent en jeu ici. Le camp pro-démocratie ou le camp pro-réforme judiciaire en Israël est complètement dépassé, surclassé et éclipsé par les forces suprémacistes judiciaires de la gauche. L'argent qu'ils dépensent pour tout cela, que ce soit pour des campagnes publiques, des groupes de réflexion, des chercheurs et tout le reste, dépasse de loin tout ce que la droite est capable de dépenser à ce sujet. Et ceux qui veulent vraiment une solution à ce problème, je n'ai pas à expliquer cela aux Américains qui le savent déjà très bien. La philanthropie et le financement d'initiatives comme celle-ci sont l'oxygène dont ce type de changement a besoin pour pouvoir se produire. C'est aussi une partie essentielle et il faut le comprendre aussi bien en Israël qu'aux États-Unis. Et aux États-Unis, et en quelque sorte, vous savez, la diaspora juive, que si nous voulons provoquer un changement dans ce domaine, alors nous devons y investir massivement et intensément. Oui. Eh bien, ce n'est probablement pas la note la plus optimiste pour conclure, mais nous arrivons à la fin. Jonathan, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Où nos auditeurs et téléspectateurs peuvent-ils obtenir un exemplaire de Rock Justice et comment peuvent-ils suivre votre travail? Merci beaucoup. Eh bien, je vais conclure avec une phrase qui est peut-être un peu plus optimiste ou qui se situe quelque part au milieu simplement en disant que, voyez-vous, c'est un véritable problème. Israël est un pays bien réel, avec de vrais problèmes. Cela reste un endroit merveilleux, un lieu extraordinaire, et nous voulons tous qu'il prospère, qu'il réussisse. Il est rempli, vous savez, de sionistes bien intentionnés, de patriotes et de bonnes personnes, y compris même au sein de la magistrature. Et c'est, je pense, un point d'optimisme. Mais plus précisément, Israël est un pays bien réel. Il a de vrais problèmes. Pour résoudre un problème, il faut d'abord le comprendre. Et pour le comprendre, il faut l'examiner de façon approfondie, sérieuse et objective. C'est ce que fait mon livre. Cela nous amène donc à votre question. Mon livre, et je devrais préciser, Rogue Justice, l'ascension de la suprématie judiciaire en Israël, dont je n'ai pas encore mentionné le titre jusqu'à présent. Donc, eh bien... Je l'ai mentionné dans l'introduction. Oui. Je sais que tu l'as dit dans l'introduction. Amazon, votre librairie locale, Barnes & Nobles, et dans la plupart des juridictions comme le Royaume-Uni, le Canada ou l'Australie, vous pouvez aussi commander sur Amazon. En Israël, vous pouvez aussi l'obtenir sur Amazon, mais la livraison gratuite est plus compliquée. D'autres options existent aussi. Je devrais dire que je suis, vous savez, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, sous le nom de Jonathan Green, où je tweete et je partage, vous savez, mes différentes activités. Je pense que c'est l'essentiel. Eh bien, merci. Nous voulons aussi remercier notre public. N'oubliez pas d'écouter l'édition quotidienne de Jonathan Teubé où que vous écoutiez vos podcasts et que vous nous regardiez sur l'une de ces plateformes ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook ou X ou sur la chaîne YouTube de JNS. Merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Veuillez nous écrire à thinktwice@jns.org et dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Souvenez-vous, lisez et réfléchissez par vous-même. On se retrouve la semaine prochaine.